Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche, ce soir, le professeur Abdoulaye Soma, agrégé des facultés de droit, avocat et président du mouvement politique Soleil d'Avenir. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, professeur, vous êtes titulaire d'un baccalauréat série A4 obtenu en 2000 et après le bac, vous êtes admis à la faculté de droit à l'université de Ouagadougou. Alors, on va revenir un peu sur le contexte de l'obtention de votre baccalauréat. L'année 99-2000, on s'en souvient, c'était quand même un contexte assez électrique au lendemain de l'assassinat de Norbert Zongo, une période émaillée par des manifestations et un examen qui a été donc organisé vraiment dans des conditions assez particulières parce que je me souviens qu'un mot d'ordre de boycott avait même été décrété. On peut dire que quand même, ce n'était pas un contexte de sérénité quand vous étiez donc là, en classe d'examen, pour le bac. Exactement, parce qu'après l'assassinat, en tout cas la mort de Norbert Zongo et de ses compagnons, il y a eu des mouvements sociaux pour réclamer que lumière et justice soient faites sur ce dossier. Donc j'étais au lycée, avec un certain nombre de camarades, nous avons suivi ces manifestations. J'étais un leader des mouvements incidentels au niveau du lycée municipal de Banfoura. J'ai conduit des mouvements de revendication à cet égard. Mais entre-temps, le mouvement s'est un peu stabilisé. Disons, le problème n'était pas réglé, mais le mouvement n'était plus autant chaud. Et quand il fallait qu'on prépare le bac, comme on était dans l'indétermination de la tenue du bac, on s'est mis à préparer le bac. Et on a suivi les différentes décisions qui sont intervenues dans ce dossier jusqu'à ce que le bac ait été finalement programmé pour se tenir. Et il fallait décider pour voir quel mot d'ordre il fallait suivre. Et finalement, je pense que la raison, la nature, l'ordre naturel des choses m'ont conduit à les composer en toute responsabilité parce que le combat aussi devrait se poursuivre. Voilà. Il est vrai que pour moi, lorsqu'on cherche un résultat... Vos camarades ne l'ont pas vécu peut-être comme une trahison à cette époque? Non, parce que en ce moment déjà, on était, si on veut, sur un plan provincial. En terminale, nous sommes les élèves les plus éclairés. Donc on a eu le raisonnement disant, ce que nous sommes en train de revendiquer, que la justice soit faite, on sait que ça ne peut pas se faire en un jour. Donc à partir du moment où on a déjà pris position, qu'on n'est pas d'accord avec de tels actes, la mort d'une personne de cette façon, et qu'on a eu plusieurs mois de manifestations, nous pensons que l'opinion publique et les autorités ont suffisamment assumé, ils ont suffisamment intégré notre position, qu'il fallait marquer cette pause, aller au bac et éventuellement reprendre si on veut, les hostilités plus tard. Donc il ne fallait pas que la vie nationale s'arrête simplement jusqu'à ce que ça soit fait parce qu'on sait que de façon réaliste, ce n'est pas possible. Mais vous voyez que jusqu'à maintenant, on a quand même eu des avancées dans ce dossier, même s'il n'est pas encore clos. C'est ça. Professeur, vous arrivez en droit à l'université de Ouagadougou, je l'ai dit. Est-ce que déjà le droit comme option, c'était conforme à vos aspirations à cette époque? Oui, j'avais eu la chance d'avoir été précédé par des grands frères à l'université. Et je me suis renseigné sur ce qu'ils faisaient. Il y en a qui faisaient les lettres, anglais, etc. Et il y en a qui faisaient le droit. Et je leur ai demandé, le droit, ça aboutit à quoi comme profession? Donc ils m'ont dit, avocat, magistrat, etc. Un certain nombre de grandes professions qui m'avaient séduit. Et donc j'ai choisi de faire le droit. Et surtout, celui qui m'a influencé avait un raisonnement supérieur à la moyenne de ce que je fréquentais quand il faisait le droit. Je me suis dit que c'est peut-être une filière qui amène à ça. C'était peut-être une erreur d'appréciation, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu à l'époque. Donc j'ai été influencé par lui d'abord, son choix, et le niveau qu'il manifestait dans le groupe auquel j'appartenais. Et j'ai toujours eu l'ambition, la volonté d'être parmi les meilleurs de la société. Pour être un leader? Oui, parce que, enfin, je pense que c'est naturel en moi que j'ai l'ambition. Je n'aime pas être derrière. Voilà, je n'aime pas être je n'aime pas me contenter d'un peu. Donc, quand je suis dans un groupe social, je vais travailler à avoir le mérite d'être parmi ceux qui sont le plus en vue. Parmi les meilleurs. Voilà.
Et donc, j'axe cette ambition sur le travail. C'est pourquoi, quand je fixe un objectif, et ma vie est ainsi faite, et à chaque fois, j'ai des objectifs à atteindre avec des délais. Je m'auto-fixe des objectifs et je m'auto-impose une autodiscipline. Donc, ce qui fait que à chaque objectif, il y a un calibrage du travail qui doit me conduire à cet objectif. Ça a beaucoup contribué à cette option-là. En tout cas, on va le voir pendant votre parcours, on va y revenir. Mais attendons-nous sur vos premiers pas également au campus, juste après l'année invalidée, les effectifs qui passent du simple au double, pratiquement d'une année académique à l'autre, des œuvres universitaires qui sont devenues difficilement accessibles parce que tout simplement le nombre d'étudiants a été multiplié par 2. Parlez-nous un peu de ce contexte, parce qu'on se souvient même pour les cours, ce n'était pas simple. Le contexte est difficile. Et quand j'essaie de m'en souvenir, ça me fait sourire. Évidemment, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce contexte, mais je vais vous raconter une anecdote par rapport à ce contexte. Quand nous sommes arrivés, nous étions les nouveaux bacheliers. Nous étions à peu près 600 à arriver en droit en première année. Et nous sommes venus trouver à peu près 400 qui étaient arrivés avec le bac 99. Et dans nos discussions en salle, c'était très convivial. Il y avait eu une sorte d'esprit de compétition qui était né. Et ceux qui nous avaient devancés en première année, qui étaient restés avec l'année invalidée, nous ont dit, vous qui venez d'arriver avec le bac 2000, vous allez devoir attendre que nous passons d'abord avant que vous passiez. Donc, le premier d'entre vous va être le dernier d'entre eux. Donc, moi, ça m'a effrayé. Et ça m'a beaucoup effrayé parce que c'est vrai que l'amphithéâtre de deuxième année, c'est 700 places. Alors qu'en première année, on était déjà 1000. Et c'était la première fois qu'on doublait quasiment les effectifs de première année. Ça nous a mis une pression terrible. Pour avoir de la place pour poursuivre les cours. Et c'est ce jour-là, quasiment c'était autour de mars, que j'ai décidé que tous les jours, je me réveillais à 3 h du matin pour maximiser mon temps de travail. Et c'est depuis ce jour en première année que tous les jours, de façon biologique, 3 h du matin, je suis réveillé. Et évidemment, quand je me suis mis cette pression, c'était vraiment pour sauver ma tête. Il fallait que je passe en deuxième année. Les parents sont à Banfoura, ils attendent un résultat. La situation de la famille n'est pas de nature à autoriser des redoublements parce que les finances, évidemment, il ne faut pas les gaspiller. Donc, je me suis mis cette pression dans ma tête et j'ai travaillé 3 h du matin tous les jours. Évidemment, au début, c'était compliqué, mais ça payait. En sortant en première année, j'étais major de la promotion. Et ça m'a encore conforté dans l'idée que l'autodiscipline fonctionne, le travail fonctionne. Et je suis dans cette dynamique-là aujourd'hui parce que c'est une conviction qui est établie. En tout cas, en 2003, vous obtenez votre licence en droit. 2004, votre maîtrise en droit, option en droit public. Et vous poursuivez. Février 2006, vous obtenez votre mémoire, vous soutenez votre mémoire de DEA et vous obtenez la note exceptionnelle de 19,58 sur 20. Vous poursuivez vos études. 2009, vous obtenez le doctorat. Après une brillante soutenance là également, 19,16 sur 20. Mention très bien, mention maximale dans le système académique suisse. Alors, quel était le secret de ce brillant parcours-là? Je ne sais pas s'il y a un secret, mais j'ai fréquemment cette question avec les étudiants, parce que le parcours, par le fait de la situation, est estimé comme, disons, au-delà de la moyenne, parfois exceptionnel. Et j'ai eu beaucoup de chance. Parce qu'en licence, quand on est arrivé en 3e année, évidemment, j'étais parmi les meilleurs. Et l'Université de Genève avait initié une coopération avec la faculté de droit de l'Université de Ouaga 2, dans laquelle chaque année, des professeurs de l'Université de Genève arrivaient à Ouaga, prenaient ceux qui avaient la mention dans la promotion de la 3e année, avaient un entretien oral avec ces personnes qui étaient autour de 50 à peu près, et retenaient les 10 meilleurs qu'ils estimaient les meilleurs pour leur donner une bourse de 6 mois pour aller à Genève. Donc, étant parmi les meilleurs, j'avais la moyenne pour postuler, j'ai postulé, et puis j'ai été retenu parmi les 10. Ça, c'est une première chance. Et nous sommes allés faire ce certificat de droit transnational pendant 6 mois à Genève, et avec les 10 autres, nous sommes revenus à Ouaga, terminer la maîtrise, et puis avec la maîtrise, j'ai soutenu, j'ai eu 16 sur 20 en mémoire, et j'ai décidé de repartir à Genève. Pourquoi? Parce que comme je viens de le dire,
quand je suis dans un ordre social, je vais aller jusqu'au bout. Donc quand j'ai eu la maîtrise, je me suis rendu compte qu'après la maîtrise, les études ne finissent pas. Les études peuvent ne pas s'arrêter, on peut aller jusqu'au doctorat et que le doctorat est le dernier diplôme du système éducatif. Donc je me suis dit, il vaut mieux essayer d'aller avoir ce doctorat. Et c'est pourquoi j'ai décidé de repartir à Genève. Et quand je suis reparti, je me suis inscrit au DEA à l'époque. Et le DEA, et quand vous vous inscrivez, on vous donnait 3 ans maximum pour terminer, mais pas de délai minimum. Donc j'ai pris mes champs de spécialisation, j'ai essayé de travailler et en 3 mois, j'ai dit que j'étais prêt à subir les épreuves de DEA. L'Université de Genève a fait le jury, j'ai subi les épreuves, je suis passé. Donc j'ai eu le DEA et j'ai postulé à l'inscription en thèse. Donc le premier, si on veut, le premier secret s'il en est un sentiment personnel de tout faire pour être parmi les meilleurs. Ça c'est quelque chose qui m'habite. Je ne peux pas rejeter ça. C'est naturel. Et après, j'ai la conviction ferme que tout travail paye. Et donc, quand vous êtes en train de travailler aujourd'hui, vous allez forcément en récolter des bénéfices. En tout cas, avec vous, on peut dire que le travail a payé. Je l'ai dit, vous obtenez donc votre doctorat en 2009, ce qui est un parcours exceptionnel, très rapide et très brillant. Et là, vous vous spécialisez ensuite en droit constitutionnel et électoral et en droit de l'homme. Là, on va s'arrêter un instant, pas sur les études cette fois, mais pour évoquer cette incompréhension aujourd'hui entre une partie de l'opinion vis-à-vis donc des défenseurs des droits de l'homme, disons. Parce qu'aujourd'hui, on voit chaque fois des récriminations contre les forces de défense et de sécurité au Burkina, accusées d'exaction. Mais cette partie de l'opinion estime que quand ce sont les terroristes qui massacrent des civils, là, les organisations des droits de l'homme deviennent aphones. Voilà, déjà, comment vous réagissez à cela? Alors, je pense qu'il faut juste comprendre la mission de chacun. Et pour résumer les choses, comme vous l'avez dit, moi j'ai fait une spécialisation en droit constitutionnel, donc c'est le droit de la gestion de l'État. En droit de l'homme, c'est le droit de la protection des gens. Et en droit international, voici mes 3 champs de compétences. Et le droit international, c'est le droit des rapports entre les rapports internationaux. Et il faut juste comprendre que les droits de l'homme, c'est un ensemble de droits qui appartiennent à un être humain juste par sa nature d'être humain. Il n'y a pas un autre mérite supplémentaire qu'il faut avoir pour avoir ces droits de l'homme. Pour jouir de ces droits. Et il faut aussi comprendre les missions des gens. L'État a pour mission de protéger les personnes. Les ONG des droits de l'homme, les OSC que l'on entend parler, ont le statut de défenseurs des droits de l'homme. Donc leur mission n'est pas de défendre l'État. Leur mission, c'est de défendre les droits de l'homme. En ce moment, quand on est dans un rapport entre l'État et l'homme, leur position statutaire est de voir est-ce que les droits de l'homme ne sont pas en cause. Si c'est l'État qui subit des dommages, ce n'est pas leur mission d'en parler. Ce n'est pas leur mission d'en parler, puisque ces organisations ont un statut que l'État leur a donné, et leur statut c'est de défendre les droits de l'homme et non pas les droits de l'État. Mais dans ce cas précis, la difficulté c'est que nous sommes dans une guerre asymétrique qui se mène souvent dans des zones inaccessibles. En tout cas pour ces défenseurs des droits de l'homme, c'est difficile aujourd'hui d'arriver sur certaines zones pour mener des enquêtes. On ne sait sur la base de quelles informations. Souvent, il faut avoir quand même une boule de cristal pour pouvoir rester à Genève, par exemple, et distinguer un terroriste d'un civil. Oui, c'est pourquoi je disais qu'il faut en fait que les gens comprennent juste quelque chose de simple. Chacun sa mission. Si, par exemple, si on se met dans un stade de football, si vous êtes le coach de l'équipe A qui joue contre l'équipe B, si l'équipe B fait une erreur, vous n'allez pas parler. Mais si l'équipe A fait une erreur, vous allez élever la voix, parce que vous êtes dans votre rôle. Vous n'êtes pas là juste pour constater les fautes. Vous êtes là pour constater les fautes d'un côté. En fait, c'est le même schéma. Les organisations de défense des droits de l'homme ne sont pas là pour défendre l'État. Elles sont là pour défendre l'homme, l'individu. Et c'est cette mission-là que l'État leur a donnée, parce qu'une organisation des droits de l'homme est une organisation reconnue comme telle par l'État, et l'État lui a donné le récépissé pour défendre l'homme et non pas pour défendre l'État. Mais ici, est-ce que le risque n'est pas à la limite d'arriver à un point où l'opinion estime que ces défenseurs font le jeu de terroristes, par exemple? Non, il faudrait que l'opinion soit enseignée et soit renseignée. Les gens qui réagissent ainsi parce qu'ils ne savent pas, il faut qu'on prenne le temps de leur expliquer que chacun est dans son rôle. Si votre mission est de défendre quelqu'un,
mais vous n'allez vous intéresser qu'aux choses qui permettent de défendre la personne. Les organisations défendre les terroristes, vous voulez dire? Non, pas les terroristes. Personne ne va défendre les terroristes. Et aucune organisation des droits de l'homme, je n'en ai pas vu encore, qui défend les terroristes. Mais simplement, les organisations de défense des droits de l'homme défendent l'homme. Et l'homme, c'est l'homme comme vous et moi, y compris le terroriste quand il est toujours homme. Parce que comme je l'ai précisé tout à l'heure, le critère pour avoir un droit de l'homme, le droit à la vie, l'interdiction de la torture, et par exemple, ce qui sont des droits de l'homme, le seul critère pour jouir de ce droit, c'est d'être né, être humain, et non pas animal. Qu'on soit terroriste ou pas. Qu'on soit terroriste ou pas, on a les droits de l'homme. Maintenant, un homme a des droits, et lorsqu'il se met en marge des lois, l'État a prévu ce qu'il faut lui appliquer comme sanction. Et ça, c'est prévu dans nos lois, notamment dans le code pénal. Donc, un être humain qui a des droits, il cause maintenant du tort. La loi dit, dès qu'on a des soupçons, on fait des enquêtes, on arrive à établir qu'il a causé ce tort et on a déjà déterminé la peine à lui infliger. Donc la démarche de l'État est codifiée. L'État a une démarche graduelle qui est codifiée. Ce qu'on demande simplement, c'est que l'État suive cette démarche. Parce que lorsque cette démarche n'est pas suivie, on appelle ça l'arbitraire. Et l'arbitraire, en fait, c'est ce qui est le plus abject dans la conduite d'un État, le fonctionnement hors le droit. Si on autorisait l'État à réagir sans droit, sans respect du droit, en fait, nous tous serions perdus. Professeur, on va poursuivre. Maître assistant en 2010, l'agrégation une année plus tard en 2011. Ici, j'aimerais revenir un instant, si vous le voulez bien, sur cette polémique à laquelle on a assisté l'année dernière, suite à votre plainte contre le professeur Loada, en tout cas que vous avez accusé d'impartialité au niveau du CAMES, ce qui a abouti à sa suspension. Nous étions en juillet 2019. Dans la foulée, notre ministère de l'Enseignement supérieur, on se souvient, avait réagi en lui maintenant donc sa confiance. Alors quel était le problème, professeur? Alors je dois d'abord, sur le contexte de l'agrégation, remercier la RTB. Et notre télévision nationale m'a beaucoup honoré. Parce que quand j'ai été agrégé en 2011, j'ai été le plus jeune professeur agrégé du continent africain, donc dans le système CAMES. Ce qui est un grand mérite, mais ce grand mérite aurait pu rester inaperçu s'il n'y avait pas eu la perspicacité des journalistes de la télévision nationale. Des journalistes et l'institution a capté l'information, a vu que c'était exceptionnel et a réalisé un documentaire sur moi qui est passé à la RTB plusieurs jours durant. Ce qui est un grand privilège. Je n'ai pas encore eu l'occasion dans un format de ce type de le dire et je remercie la télé nationale d'avoir eu cette perspicacité. Ça m'a beaucoup honoré et si on veut, c'est le premier acte qui a, disons, fixer ma popularité et ma réputation au Burkina Faso. Je vous en remercie vraiment infiniment. Et dans le sillage, vraiment, moi j'ai été enseigné par le professeur Loada et dans le contexte de l'agrégation, nous avons travaillé ensemble et même après, j'ai dirigé l'institut qu'il a fondé, l'Institut pour la gouvernance démocratique, j'ai été le directeur exécutif. Donc vous voyez, on avait de très bons rapports. Et sans pouvoir vraiment rentrer dans le fond de la polémique, je considère que dans le système universitaire, lorsque vous êtes agrégé, en fait, vous êtes maître de conférence, vous êtes à l'avant-dernier grade de la fin des grades. Parce que le dernier grade, c'est professeur titulaire. Et le professeur titulaire, il y a un certain nombre de conditions techniques qu'il faut remplir. Et quand j'ai estimé que j'ai rempli ces conditions, eh bien, j'ai voulu postuler. J'ai vu le professeur Loada pour lui dire, mais je pense avoir travaillé pour remplir ces conditions. Je vais postuler, mais en tant que vous divanciez avec le professeur Filiga, j'aimerais quand même avoir vos avis, conseils, même votre autorisation. Et donc, la première fois, c'était en 2017. Il m'a autorisé et c'est lui-même qui a signé mon dossier. Donc, je suis allé et en réalité, en signant mon dossier, en même temps, Dieu a fait qu'il était le président du comité qui devait examiner mon dossier. Mais quand il est le président du comité qui doit examiner mon dossier, c'est lui qui arrive dans ce statut de président et qui prend le dossier qui affecte à quelqu'un. Alors, j'ai estimé d'abord qu'en ce moment, l'affectation de mon dossier à un de ses amis n'était pas objective. Voilà. Parce qu'avec cet ami, bon, il y avait eu entre-temps, il y avait de gros problèmes avec le professeur Loada. On a ces problèmes depuis en réalité 2013. Vous ne le savez pas, mais par mon élégance,
parce que je n'ai pas voulu éclater le problème avant. J'ai essayé de régler ce problème avec lui de façon directe, de grands frères et de collègues. Mais bon, les démarches, chaque fois, je demandais pardon en ne sachant pas ce pourquoi il m'en veut. Je sais simplement qu'il m'en veut, qu'il parle mal de moi partout. Et donc, quand je sors, quand j'entends des choses comme ça, je viens le voir dans mon honnêteté et dans mon humilité et pour lui demander pardon. Et lui demander c'est qui est le problème. S'il me dit c'est pourquoi il m'en veut, peut-être que je vais pouvoir arrêter. Et puis, mais il m'a toujours dit qu'il ne m'en veut pas pour quelque chose, donc il n'y a pas de problème, mais il me pardonne, que c'est fini. Donc pendant 7 ans... Et pourtant vous sentiez quand même... J'ai fait ça pendant 7 ans. 7 ans dans la vie d'un jeune professeur, c'est beaucoup. Et dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Et bien j'ai pris ça sur moi en toute humilité. Et ça, j'avais décidé de l'humilité. Et jusqu'en 2017. Bon, quand il y a eu l'affectation de mon dossier, qui ne m'a pas paru objectif, parce que le dossier est quand même parti chez un de ses amis, chez qui il avait travaillé à non seulement neutraliser ma bonne réputation. Il y avait un blocage de votre dossier. Donc, et puis j'ai des éléments aujourd'hui. Vous me permettrez de ne pas vraiment insister sur ce dossier. J'ai des éléments aujourd'hui qui me démontrent qu'il n'est pas favorable à mon accession au grade de professeur titulaire et qu'il a travaillé contre ça. J'ai des éléments objectifs. Et c'est avec ces éléments que j'ai cru comprendre qu'en fait, il n'y avait plus autre solution pour régler ce problème que de le porter devant les institutions compétentes. En déposant une plainte. Voilà, en déposant une plainte. Il n'y avait plus, puisque j'avais fait 7 à 8 ans de démarches de courtoisie, d'élégance, d'humilité, de petits frères, et qui n'ont rien donné. J'ai fait intervenir même des personnes qui nous étions supposés respecter, comme le professeur Filiga, d'autres personnalités que je ne vais pas citer, vous me pardonnerez, mais j'ai fait tout ce qui est au pouvoir d'un petit frère, de quelqu'un qui est humble, sans pouvoir régler ce problème. La seule façon qui restait, c'est celle-là. Je suis désolé qu'on en soit arrivé là, mais moi, je mène mes combats jusqu'au bout. Aujourd'hui, les Burkinabés doivent l'apprendre, je mène mes combats jusqu'au bout. Aujourd'hui, bon, avec la situation, il y a eu encore des médiations, notamment de hautes autorités coutumières religieuses et scientifiques. Et on est au stade où il est avec la suspension, il ne peut, disons qu'il ne peut plus être dans les instances du CAMES. Enfin, il y a une sorte de... je vais être à la fois honnête, mais pas trahir les secrets qui sont sur des choses qui sont encore en cours. Parce que, disons-le franchement, le problème n'est pas encore réglé, mais il est en bonne voie d'être réglé. Donc c'est pourquoi il y a un certain nombre de détails que je ne peux pas donner en ce moment pour ne pas... Aujourd'hui, quels sont vos rapports personnels avec le professeur Luada? Les rapports personnels sont stationnaires. Je ne veux pas dire que je m'entends avec lui, ce n'est pas un ami. Ça, c'est très clair, ce n'est pas mon ami. C'est un collègue que je respecte, pour autant qu'il me respecte. Ça doit être très clair aussi. Mais il n'y a pas d'animosité, voilà, il n'y a pas d'attaque. Et je pense qu'on est en train de partir vers des horizons tout à fait honorables pour nous tous. Et je sais que je dois remercier ce contexte et toutes les personnes qui sont intervenues. J'ai accepté encore de prendre un certain nombre de choses sur moi, encore, pour que les choses puissent avancer, mais je serai le plus heureux si les choses avancent, si les choses se clarifient avec le professeur Luada, parce que c'est quelqu'un contre qui, finalement, moi, je n'ai rien. Voilà. Alors, professeur Soma, du 1er octobre 2006 au 31 mars 2010, vous êtes assistant au département de droit public de faculté de droit de l'Université de Genève. Janvier 2010, mars 2013, directeur exécutif de l'Institut pour la gouvernance et le développement, vous l'avez déjà dit. Depuis mars 2012, président et membre fondateur de la Société burkinabé de droit constitutionnel. Il faut dire que vous avez déjà un CV à votre âge long comme le bras, depuis le 24 avril 2010, professeur de droit public, droit constitutionnel, droit international, droit de l'homme et libertés fondamentaux, droit international pénal à l'Université Ouaga 2 et dans plusieurs universités burkinabées, africaines et occidentales, notamment Genève, Lyon, Bordeaux, Abidjan, Cotonou, Lomé, Libreville. Alors on va s'arrêter également sur la situation au campus. Aujourd'hui, on sait qu'on est passé au système LMD. Vous êtes enseignant à cette université. Aujourd'hui, est-ce que, parce qu'on a l'impression que le problème d'année en année ne fait que se complexifier, notamment le chevauchement des années et tout ça, certains proposent une solution radicale, une année blanche par exemple.
Est-ce que vous souscrivez à cela? La solution de l'année blanche serait trop radicale et trop nuisible pour moi et infructueuse. Parce que l'année blanche, ce n'est pas un fonctionnement normal des années universitaires qu'on blanchit l'année. L'année blanche est une situation exceptionnelle. Donc, disons que si on arrive à une situation exceptionnelle et que le blanchiment de l'année s'impose, on devrait pouvoir blanchir l'année. Mais on ne peut pas prendre ça comme une solution. Parce que je pense pouvoir dire aujourd'hui, en toute honnêteté, que le problème de notre université, c'est la gouvernance universitaire. La gouvernance universitaire n'est pas bonne. On manque de rigueur à l'université. Je m'excuse, hein, je ne désigne pas une autorité universitaire de façon particulière, mais tout le système n'est pas bon. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, il y a un seul mot, c'est la rigueur. Aujourd'hui, vous avez des règles qui sont posées. Et ça, c'est un seul exemple pour illustrer le manque de rigueur. On a des règles qui sont posées par rapport au nombre de redoublements qu'on peut faire dans un cycle. Un maximum 2. Mais vous avez des personnes qui sont dans les cycles depuis plusieurs années. Parce que les étudiants, ils redoublent, ils se mettent en situation de ne plus pouvoir redoubler, mais ils font des dérogations, ils demandent des dérogations, ils vont voir des personnes qui interviennent, etc. Et nous sommes dans des situations de dérogation, sur dérogation, sur dérogation, dans des situations complètement non maîtrisées. Non pas parce que les textes ne sont pas bons, mais on n'est pas rigoureux dans l'application des textes. Donc moi, la seule solution que mais les enseignants ont leurs responsabilités. Récemment, on a vu des étudiants qui se sont plaints de ce que certains professeurs traîneraient avec des copies. Un professeur qui fait un devoir, au lieu de rendre les copies dans les délais, il traîne des mois avec. Mais ça également, c'est un problème. Oui, moi je n'ai pas dit que dans le manque de rigueur, je sors les enseignants. Je suis enseignant, certes, mais quand on parle de manque de rigueur, c'est un manque de rigueur général. Parce que c'est l'administration aussi qui doit appliquer les textes. Si un professeur a un délai de 1 mois pour amener, parce que les délais aussi sont fixés dans les textes, pour amener ses copies, il n'amène pas ses copies, vous l'interpellez sur les textes. C'est ça que j'appelle la rigueur. Mais si on dit, bon, comme lui, c'est un grand professeur, on va le laisser un peu, ah bien, ça amène dans des situations extrêmement compliquées. On manque de rigueur dans le gouvernement de l'université, dans la gouvernance de l'université. Les textes sont acceptables, il y a peut-être quelques réglages, mais la pratique n'est pas bonne. Et ce laxisme-là dans la gestion de l'université amène tous les problèmes que nous avons. Et on peut blanchir les années plusieurs fois. Tant que le problème de rigueur n'est pas réglé, on va assister à la reprise des mêmes problèmes. Donc, le maître mot dans la gestion de l'université, dans la correctitude de l'université, c'est la rigueur. Professeur, vous êtes également avocat, inscrit depuis 2016 au barreau burkinabé. Je survole votre CV, comme je le disais, donc, qui est long déjà à cet âge. Du 10 décembre 2014 au 15 janvier 2016, vous êtes conseiller spécial de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, bien sûr, de la transition au Burkina Faso, mais également le Premier ministre Paul Kabatieba, qui va venir plus tard. 27 novembre 2017, 12 juillet 2018, directeur du cabinet du médiateur du Faso. Alors, dans ces deux cas, ce qu'on a remarqué, c'est que vous terminez toujours de façon, je ne dirais pas rocambolesque, mais de façon un peu brutale. Parce que je me souviens, au Premier ministère, il y a une note qui est sortie qui mettait fin à vos fonctions. Également, au niveau du médiateur du Faso séparé, on va s'arrêter peut-être sur ce dernier cas. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Sarah Sirimi? Bon, d'abord sur les dossiers de la transition, moi j'étais d'abord conseiller spécial du chef de l'État dans la phase pré-transition, après conseiller spécial du Premier ministre dans la phase de la transition. Et je n'étais pas encore en politique. Donc, je suis arrivé dans si on veut, dans le gouvernement en tant que technicien et chargé des questions internationales et constitutionnelles, c'est ce qui est écrit dans mon dossier. Et j'avais dit que je me sens obligé d'accompagner la transition sur le plan technique parce que c'est un système dans lequel finalement tout le monde, tous les Burkinabés devaient injecter ce qu'ils avaient comme ressources pour qu'on puisse stabiliser l'État. L'État est en déséquilibre. Donc voici l'angle sur lequel j'ai conçu ma contribution à la transition. Et j'ai mené cette mission à bout. Je suis resté conseiller spécial du Premier ministre en étant très clair et très honnête sur les dossiers jusqu'à la fin de la transition. Quand la transition est finie, le nouveau gouvernement qui est arrivé, il y a eu un parti politique qui a gagné les élections, MPP. Moi, je ne suis pas du MPP. Je n'avais même pas encore de carte de parti politique, je n'avais pas encore créé mon parti politique, je n'avais jamais fait la politique. Donc, alors que les postes de conseiller spécial sont des postes très sensibles sur le plan politique. Et donc, il était tout à fait normal que je quitte la primature. J'avais donc déposé une lettre de démission
Non pas parce que je rejetais le pouvoir qui arrivait, mais parce que je sentais que c'était normal que je quitte. Voilà, que je parte. Mais l'impression qu'on a eu, ce n'était pas une démission, c'est comme si on avait mis fin plutôt à vos fonctions. Mais oui, je n'aime pas faire le bruit quand il n'en faut pas. Donc là, je restitue et tout le monde regarde, même les autorités impliquées regardent et ils pourront témoigner. Et s'il y a quelque chose de faux que je dis ici, les autorités pourront vous interpeller. J'ai déposé la lettre de démission. D'ailleurs, parce qu'à l'époque, quand on avait demandé l'inscription au barreau, sur titre, le barreau nous avait répondu que je remplis les conditions pour être avocat, mais ma fonction de conseiller spécial du Premier ministre est un empêchement. Et donc, quand j'aurai la lettre de fin de mes fonctions à la primature, c'est le seul élément qui devait me permettre de prêter serment. Donc, j'avais déposé la démission pour aussi avoir cette lettre, cet acte de cessation de fonction. Et heureusement que je l'ai eu, j'ai communiqué ça au barreau et j'ai pu prêter serment comme avocat le 3 août 2016. Mais vous aviez des rapports difficiles avec le Premier ministre? En fait, on ne s'est jamais vu. Puisque il est arrivé autour de janvier, je crois, on n'a jamais travaillé ensemble, on n'a jamais fait de réunion ensemble, on ne s'est même jamais vu professionnellement avec le Premier ministre Paul Kaba Thieba. Parce que quand il est venu, ma lettre de démission était dans le couloir, je ne sais pas s'il l'a vu, mais en fait, ce n'est pas qu'on a travaillé ensemble et que ça n'a pas fonctionné quelque part, on n'a jamais travaillé ensemble. Sinon, l'impression qu'on a eue, c'est que vous aviez fait une publication, en tout cas, une sortie qui semblait, en tout cas, critique envers les autorités à l'époque, et qu'on pensait que c'était ça, en tout cas, qui vous avait valu ce fin de parcours au niveau du Premier ministère. Oui, j'ai eu l'impression, j'ai eu aussi le sentiment, j'ai eu la confirmation que, enfin moi je me sentais libre, parce que je n'étais pas dans un cadre politique. Si je suis dans un parti politique qui a pris le pouvoir, évidemment les prises de position en tant que conseiller politique de ce parti politique doivent être réglées avec la hiérarchie. Mais je me sentais libre dans le contexte de la transition de prendre des positions. Vous avez vu mes positions sur la loi d'exclusion, je n'étais pas d'accord. Et finalement, j'ai eu raison à la Cour de justice de la CEDEAO. Vous avez vu mes positions prises contre la nomination de certaines personnalités retraitées depuis des années, 10 ans, au Conseil constitutionnel. Normalement, dans un système normal, partisan, de gestion du pouvoir par un parti politique, ça ne se fait pas par un conseiller spécial. Mais on n'était pas dans ce contexte. Sur la transition, on était dans un contexte de contribution républicaine. Et chacun est venu avec ses valeurs et j'ai conservé mes valeurs. Donc, ce qui fait que je prenais des positions. Et à l'époque, j'avais pris position sur le RSP. Et je disais que sur la situation du RSP, il vaut mieux, si on veut dissoudre le RSP, d'attendre d'avoir le mécanisme opérationnel de remplacement de RSP avant de dissoudre le RSP. Mais si on dissout le RSP sans avoir mis en place le mécanisme de substitution pour assurer notre sécurité, on prend des décisions hasardeuses. Je l'ai dit à l'époque, je l'ai répété après, je l'assume aujourd'hui. Et je pense qu'on a fait erreur. Je pense qu'on a fait erreur parce qu'un État ne se gère pas avec des émotions. Il ne faut pas gérer un État avec des subjectivités émotives. Mais le RSP a mis plusieurs fois, en tout cas, des coups d'arrêt, même à la transition. Oui, mais ça montre le caractère républicain et objectif de ma position. Parce que c'était du réalisme. Le RSP, c'était un organe qu'on pouvait utiliser pour gérer un certain nombre de dossiers de sécurité. Mais on sentait que cet organe, on ne voulait pas l'utiliser. Certes. Mais on voulait utiliser un nouvel organe qui n'était pas encore là. Il fallait travailler à ce que le nouvel organe soit déjà là, opérationnel, et puis qu'on liquide l'autre. Mais si on prend la décision de... Et si c'est l'autre qui liquidait le régime alors? Pardon? Mais l'autre pouvait liquider le régime. Le RSP? Oui. Ben, ça aussi, si quelqu'un liquide le régime républicain, j'aurais été d'abord le premier à critiquer. Je suis anti-coup d'État. Et on aurait appliqué à ceux qui l'auraient fait la rigueur de la loi la preuve. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a considéré comme ayant tenté de faire un coup d'État, après, ils sont en train d'être jugés. Et c'est ça la réaction normale dans une république. Okay. Je le répète, on n'avait pas, du point de vue de la vision de la gestion de l'État, on n'avait pas à dissoudre le RSP au temps où on l'a fait, sans avoir préparé ce qui devait boucher le trou sécurité du RSP. Et je ne veux pas dire que tout ce qui arrive aujourd'hui est un peu une conséquence de cette impréparation. Et là, je parle en tant qu'homme politique, je dois être très clair avec les gens, on a fait des erreurs qui nous rattrapent. Et il faut quelqu'un de visionnaire pour rattraper ça. Malheureusement, on n'a pas pour l'instant. Professeur, on va y arriver. En attendant, qu'est-ce qui n'a pas marché avec Sahara Serimé? C'était la question également. Bon, là également, moi j'y suis allé, j'étais déjà même comme directeur du cabinet du médiateur du Faso,
j'étais parti pour apporter ma contribution parce que c'est ce qu'on m'avait démontré à un certain nombre de dossiers qui seraient sensibles à gérer après une insurrection, une transition, un coup d'État manqué, il y a des dossiers sensibles. Donc j'étais convaincu que j'avais quelque chose à apporter. Avec Madame le médiateur Saran Sérémé, nous n'avons pas d'intimité, nous n'avons pas de... C'est pas qu'on est frères, on se connaît depuis longtemps, non. On ne se connaît pas en fait. Et je ne la connais pas et elle ne me connaît pas en dehors du savoir ordinaire, de la connaissance ordinaire. Donc, et visiblement, la mayonnaise n'a pas pris. Non, là, on a fonctionné. Vous voyez bien que vous pouvez prendre vos archives vous-même, la RTB. Pendant mon séjour là, vous devez voir le dynamisme du médiateur du Faso. Les sorties, les textes qu'on a corrigés, etc. Je ne dis pas que tout ça était dû à mon fait personnel, mais en tout cas, quand je suis dans une institution, j'aime attacher du prix au résultat. Donc là aussi, la preuve existe par le fait qu'on a réussi à faire des choses. Mais je vais être aussi un peu plus clair aujourd'hui, c'est qu'entre-temps, il y a eu des choses sur la table, en termes politiques. Et ces offres politiques ne pouvaient pas me convenir parce que j'étais déjà en train de préparer ma propre force politique, et depuis plusieurs années. Et on était en fait en 2018, en juin 2018, et moi j'avais déjà programmé une réunion préparatoire du lancement de mon parti qui devait réunir et qui a pu réunir le 26 juillet 2018 7000 personnes au lycée municipal de Banfora. Donc pour réunir 7000 personnes, il faut avoir fait un travail avant. Et j'avais annoncé que je faisais ce travail depuis 2011. Donc en fait, le montage de ma carrière politique, le montage du parti politique a commencé depuis 2011. Et en 2018, j'étais prêt avec un certain nombre de personnes qui devaient déjà proposer autre chose. Et je ne pouvais pas court-circuiter ces personnes. Je suis loyal. Vous ne pouvez pas rentrer au PDC? En tout cas, ça, je ne peux pas. Et ni le PDC, ni aucun autre parti politique, je ne pouvais être un cadre de réception. Pour moi, ce n'était pas possible parce que ça allait être comme une sorte de trahison de ma propre ambition d'abord, de trahison des gens qui m'ont fait confiance comme un homme nouveau, auquel on peut faire confiance et pour changer les choses de Burkina Faso, et je ne peux pas me permettre de trahir la République. Et c'est ce qui vous a valu donc, en tout cas, cette fin de parcours au niveau du médiateur du Faso. Est-ce que vous l'avez vécu comme une humiliation? Non, parce que c'était normal. C'était normal à partir du moment où il y a un schéma qui est offert et que mon propre curriculum personnel, politique, ne permettait pas de rentrer, il fallait de toute façon que les choses finissent. Et je pense que les choses sont finies de la meilleure des façons. Parce que les affaires politiques sont très sensibles. Quand on compte sur quelqu'un sur le plan politique et qu'on se rend compte que la personne n'est plus disponible et que la personne est même plus avancée qu'est-ce qu'on croyait, ça peut être assez violent. Mais je pense qu'on a eu beaucoup de retenue, beaucoup d'élégance. Ça a été géré. Ce que vous avez vu, en fait, c'est la meilleure façon de gérer ce dossier. Sinon, on aurait pu... Ça aurait pu être pire. Ah oui. Alors, professeur, depuis le 6 mai 2019, vous êtes membre fondateur et président du mouvement Soleil d'Avenir, un mouvement politique, donc candidat à l'élection présidentielle de novembre prochain. Alors, d'abord, pourquoi cet engagement politique-là? Pour servir. Pour servir. C'est trivial, mais c'est honnête. Et aujourd'hui, je sens que je peux apporter un service à la nation et j'apporte un service à la nation dans plusieurs domaines. Oui, mais apporter un service, mais pas forcément créer un parti. J'explique. Oui. J'explique. Aujourd'hui, vous m'avez connu à la tête d'OSC, j'ai été de la société civile, Société burkinabé de droit constitutionnel. Vous avez vu sa contribution dans le processus de l'insurrection, dans le processus de la transition, dans le processus du retour à l'ordre constitutionnel normal. Aujourd'hui, je suis professeur d'université. Vous irez demander à l'université, je crois, faire partie des meilleurs professeurs de notre université, en tout cas en droit de notre pays. Et je suis aussi entrepreneur. J'ai créé des entreprises. Je fais du social. Je fais les 5 plus grosses activités de la région des Cascades. Donc, avec ça, je rends un service. Mais je me suis rendu compte que ce service, il est limité. Il est limité en termes de capacité de décision. Et je pense que l'État est un instrument qui multiplie, qui décuple les capacités de contribution d'une personne. Donc, là où je suis, je pense que quand je récupère la décision politique, ce que je fais déjà va être multiplié par 1 million, par 10 millions, par 20 millions. Mais est-ce qu'aucun des partis qui existaient ne trouvait grâce à vos yeux? Non, il faut que je sois aussi clair, parce que j'ai une vision politique qui fait que je crois qu'au Burkina Faso, on doit faire du neuf avec du neuf.
Et c'est ça qui est mis dans le manifeste du Soleil d'avenir. Faire du neuf avec du neuf, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Il faut faire table rase de tout ce qui existe. Non, pas table rase. Je ne suis pas violent politiquement. Mais je vous dis, chers concitoyennes, chers concitoyens, disons qu'avec Blaise Compaoré, c'est mon analyse personnelle, nous avons fait du vieux avec du vieux. On a récupéré l'ancien personnel politique qui existait pour faire les anciennes idées, les anciennes pratiques politiques. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, tout le monde a critiqué jusqu'à l'épilogue de l'insurrection. L'insurrection est un désaveu du système de faire du vieux avec du vieux. Après l'insurrection, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de vouloir faire du neuf avec du vieux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est maintenir les anciens hommes politiques pour endosser les nouvelles orientations et les nouvelles idées politiques exprimées par le peuple, notamment lors de l'insurrection. Manifestement, ça ne marche pas. Les anciens hommes politiques n'ont pas été capables de la mue nécessaire pour rentrer dans les ambitions du peuple burkinabé. Faire du neuf avec du vieux n'est pas en train de fonctionner. Et donc, la seule option... Ceux qui sont là aujourd'hui revendiquent quand même un bilan positif. Non, moi je parle en termes d'objectifs. La sécurité, elle s'est dégradée ou pas? Moi, je suis objectif, je ne veux pas parler sur la base de choses... Mais ça, ce n'est pas qu'au Burkina, même au plan international, c'est un plan sous-régional, c'est un problème qui dépasse peut-être les frontières du Burkina. En tant qu'homme d'État burkinabé, mon objectif, c'est que le Burkina Faso soit un grand pays et les Burkinabés soient heureux. Donc je ne vais pas raisonner par rapport à un autre pays. Et par rapport à la grandeur, à la grandeur du Burkina Faso et au bonheur des Burkinabés, je constate qu'actuellement, ça ne fonctionne pas. La sécurité ne fonctionne pas, l'économie ne fonctionne pas, le social ne fonctionne pas, la cohésion sociale, etc. Donc, de ce point de vue, il y a beaucoup de compartiments qui ne fonctionnent pas. C'est l'échec de l'option de faire du neuf avec du vieux. Donc la seule option historique et politique qui reste au peuple burkinabé, c'est de faire du neuf avec du neuf. Et c'est ce que j'offre, et je suis le seul à offrir ça sur le plan politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un nouveau leadership politique, changement générationnel du leadership politique de notre pays, et qu'on endosse les nouvelles idées de démocratie, de contrôle citoyen qu'on a exprimées lors de l'insurrection. Et c'est pourquoi je me suis réservé, parce que je voyais venir une situation comme ça au Burkina Faso, je me suis réservé sur le plan politique pour être dans le profil de ceux qui peuvent assumer cette politique. Aujourd'hui, je suis un acteur politique neuf, personne ne peut le contester. Je n'ai jamais eu de cadre de parti politique, je suis jeune en politique, etc. Personne ne peut le contester. Mes idées sont neuves, parce que c'est écrit dans le manifeste, tout ce que je propose, il y a un certain nombre d'idées que c'est vraiment seulement le Soleil d'avenir qui les assume, et ce sont des idées progressistes qui sont reconnues par tout le monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, je fais partie du profil recherché au Burkina Faso pour faire du neuf avec du neuf, qui est la seule condition du progrès du Burkina Faso. Aujourd'hui, que pèse votre mouvement politique? Parce que bon, il est bien beau d'avoir des idées, mais il faut également avoir des ressorts. Parce que quand je dis des ressorts, se lancer dans une campagne, en tout cas pour solliciter le suffrage universel, il faut également avoir des ressources sur le terrain. Est-ce que par exemple votre mouvement aujourd'hui existe dans les 45 provinces? Oui, ça c'est clair. Donc si on dit que pèse le Soleil d'avenir, on peut en parler de deux façons. C'est le poids électoral et le poids politique, populaire. Sur le poids électoral, ça se mesure avec le nombre d'élus qu'on a. Là, on ne peut pas mesurer objectivement, parce que le Soleil d'avenir a été créé après les dernières élections. Il a été officiellement lancé le 6 mai 2019. On n'a pas encore participé à une élection. Et la prochaine fois qu'on va participer à une élection, c'est cette année. Donc c'est après cette année qu'on peut véritablement et de façon objective parler du poids électoral du Soleil d'avenir. Mais sur le poids populaire, le poids politique, je peux dire, avec des éléments objectifs, que le Soleil d'avenir fait partie des plus grands partis politiques de ce pays. Pourquoi je le dis? Démonstration. Premièrement, c'est le seul parti, le premier et le seul parti politique au Burkina Faso qui a déposé des fiches de membres fondateurs de 200 000 personnes. C'est officiel. Donc nous, les membres fondateurs du Soleil d'avenir, c'est 200 000 personnes. C'est le premier, c'est le seul à ce jour. Ça n'existe pas encore. Donc, de ce point de vue, c'est un grand poids politique. Parce que les 200 000 personnes, ce n'est quand même pas des Martiens. Ce sont des Burkinabés. Et l'administration a pu vérifier les dossiers avec les CNIB et les fiches de membres qui sont remplies. C'est 200 000. Ça, c'est depuis le départ. Et après le lancement, nous avons fait une communication pour faire connaître un certain nombre de choses. C'était suffisant. On est rentré en profondeur sur le terrain pour installer nos structures. Aujourd'hui, le Soleil d'avenir a des bureaux
dans chacune des 13 régions du Burkina Faso, dans chacune des 45 provinces du Burkina Faso. Et il y a 4 à 5 mois, j'ai lancé l'opération de terrain de constitution des bureaux de base. Les bureaux de base, ce sont les bureaux dans chaque secteur des villes et dans chaque village. Et cette opération est en cours. Donc, de ce point de vue, aujourd'hui, si l'administration me demande où sont vos 13 bureaux de région, je les ai. Et on peut appeler les responsables parce qu'on fait des réunions. Des réunions, voilà. Ok. En tout cas, professeur, vous refusez de vous affilier au chef de file de l'opposition, même si le parti, en tout cas, se déclare comme parti de l'opposition. Là également, on n'a pas véritablement compris, parce qu'on a vu également la dernière sortie de l'ONA, l'opposition non affiliée, donc qui revendique également, en tout cas, d'être invité à la table de discussion. Parce que le dialogue politique aujourd'hui, c'est le chef de file de l'opposition et les partis affiliés à la majorité. L'ONA, c'est quoi exactement? Est-ce qu'on peut parler de regroupement électoral ou bien c'est quoi exactement l'ONA? Non, l'ONA n'est pas un regroupement électoral. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont compris. Il y a eu un peu d'incompréhension au début, mais aujourd'hui, je sens que les gens ont compris que l'ONA a ses sources, disons, en 2009. Et il faut que j'explique ça clairement aux Burkinabés. En 2009, on a adopté une loi sur le statut de l'opposition politique. Et cette loi faisait en sorte que la classe politique burkinabé était divisée en deux. Il y avait la majorité d'une part et l'opposition d'autre part. Et au sein de l'opposition, une personne est nommée par résolution de l'Assemblée nationale comme chef de file de l'opposition. Et alors, si le chef de file de l'opposition est considéré comme le porte-parole attitré... Parce qu'il a beaucoup de députés à l'Assemblée, le plus grand nombre après la majorité. C'est ça, il est considéré comme le porte-parole attitré de l'opposition. Voici le format de la loi sur l'opposition en 2009. Donc, et dans ce format, tout parti politique de l'opposition se retrouve forcément derrière le CFOP. Forcément. Parce que pour être considéré comme parti politique de l'opposition, la loi disait qu'il faut envoyer une lettre au chef de file de l'opposition. Donc, toute l'opposition se retrouvait derrière le CFOP et c'était ce que la loi voulait. Alors, ce qui fait que aussi, dans ce contexte, quand le chef de l'État, quand on veut faire un dialogue dans la classe politique, eh bien, il suffit d'avoir la majorité d'une part et puis l'opposition d'autre part. Donc, c'est ça qui était le cadre de la loi et c'est ça qui est resté dans l'esprit des gens. Mais il faut que les Burkinabés comprennent, et moi je comprends que les gens n'aient pas suivi, la loi a été modifiée en 2013. Le format de la loi a été modifié en 2013. Et en 2013, les choses sont apparues que il y a la majorité, d'une part, et l'opposition, une partie peut, si elle est d'accord, ceux qui veulent, peuvent s'affilier au CFOP. Parce que l'affiliation au CFOP est devenue non plus automatique, mais volontaire. Volontaire et donc facultative. Ce qui fait qu'il y a des partis politiques qui ont pris leur liberté de ne pas demander une affiliation au CFOP alors que ces partis-là sont de l'opposition. C'est que la loi autorise. Et mon parti avec d'autres partis en font partie. Nous n'avons même pas demandé une affiliation au CFOP. Mais même avec ça, le CFOP, voyant que l'affiliation au CFOP n'est plus obligatoire, l'acceptation des partis de l'opposition n'est plus obligatoire au CFOP. Il a mis en place le cadre de concertation du CFOP et il y a un règlement. Et il y a des conditions pour accepter les partis d'opposition dans ce cadre de concertation du CFOP. Ce qui fait qu'il y a des partis de l'opposition... En tout cas, aujourd'hui, certains estiment, quand on a vu l'ONA, parce que certains estiment qu'au moins sur l'échiquier politique, les partis qui sont les plus représentatifs, ce sont quand même des partis qui ont des députés à l'Assemblée, par exemple, et qui pour la plupart sont soit au CFOP ou à la majorité, et donc on estime que ces partis-là sont représentatifs de l'ensemble du peuple également. Non, ça ce n'est pas correct, mais je vais terminer l'explication parce que comme les gens suivent, si on les largue en milieu de raisonnement, on n'a plus pas le temps. Ils seront perdus. Donc, alors si on n'a plus pas le temps, le résumé c'est que vous pouvez vérifier, dans le cadre de la loi actuelle, aucun parti politique de l'opposition n'est obligé de s'affilier au CFOP. Et le CFOP, en tant que personne, n'est pas obligé d'accepter un parti politique de l'opposition dans son cadre de concertation. Ce qui fait que, finalement, il y a 3 blocs que la loi a créés et la pratique politique a créé. Il y a le premier bloc de partis politiques, qui est la majorité. Le deuxième bloc, qui sont les partis politiques qui ont demandé, voilà, qui sont affiliés au CFOP d'une manière ou d'une autre. Et le troisième bloc, c'est l'ensemble des partis politiques qui ne sont pas affiliés au CFOP, soit parce qu'ils n'ont pas souhaité
faire la demande, soit parce qu'ils ont fait la demande et ils ont été rejetés. Donc le CFOP lui-même suscite l'existence d'un troisième bloc de partis politiques qui est l'ONA. L'ONA, vous l'avez dit, ce n'est pas donc une alliance électorale, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas pour la tenue des élections en novembre prochain. Vous l'avez dit donc lors de cette conférence de presse, estimant donc que les conditions ne sont pas réunies pour, en tout cas, la tenue de ces élections. Mais manifestement, on y va, en tout cas, vers l'organisation de ces élections-là. Et qu'est-ce que vous allez faire si le vote est maintenu? Là aussi, il faut que je rectifie le compte-rendu parce que quand on a fait la déclaration liminaire, c'est un document qui est écrit et à l'intérieur de ce document écrit qui est publié, tout le monde peut vérifier, il y a une phrase qui dit que l'ONA ne souhaite pas la tenue d'élections contraires à la Constitution. Vous voyez l'idée? Ça veut dire qu'on souhaite la tenue des élections d'abord, c'est un principe, et on souhaite que ces élections soient conformes à la Constitution. On ne souhaite pas la tenue d'élections contraires à la Constitution. Mais vous dites au cours de la même conférence de presse justement que les conditions ne sont pas réunies pour le respect de cette Constitution. Il y a simplement des journalistes qui ont coupé la phrase pour s'arrêter au morceau de phrase « l'ONA ne souhaite pas la tenue d'élections ». Je pense que c'est un compte rendu irresponsable. Parce que quand on veut synthétiser, résumer l'idée d'une personne, on fait une formule en sorte à comprendre l'idée de la personne pour que l'idée soit bien exprimée. Mais cette idée n'est pas clairement exprimée. Donc vous souhaitez la tenue des élections? Pour le principe, on est pour la tenue des élections et on souhaite que ces élections se tiennent conformément à la Constitution. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a un problème de conformité des élections à venir à la Constitution? C'est notamment sur la situation sécuritaire. Et là aussi, c'est une analyse objective. La Constitution, que tout le monde peut aller lire, article 37 et article 80, dit que pour l'élection du président de la République et pour l'élection des députés, il faut que l'élection se tienne au suffrage universel. Le suffrage universel signifie que ceux qui ont le droit de vote doivent être dans la possibilité de voter simplement. Mais maintenant, si tout le monde ne peut pas voter, quand on a un communiqué de l'administration publique, y compris de l'administration électorale, qui dit qu'il y a des provinces, qui dit qu'il y a des zones où on ne peut pas faire l'enrôlement et où on ne peut pas déployer des bureaux de vote, ça veut dire qu'il y a des personnes qui voudront bien voter et qui ne peuvent pas voter. Mais si on reporte les élections, de l'autre côté, on réplique qu'on ouvre la porte à l'incertitude. Non, attendez, parce que c'est un raisonnement pas à pas. Et je laisse même l'élection présidentielle de côté et je prends l'élection des députés. Les provinces dans lesquelles on ne pourra pas faire d'élection. Si on fait les élections législatives, à quoi ça va nous amener? Ça va nous amener à ce que notre loi dit que l'Assemblée est composée de 127 députés. On n'aura pas 127 députés, puisque les députés viennent de plusieurs provinces, y compris des provinces dans lesquelles il n'y aura pas d'élection, donc pour lesquelles il n'y aura pas de députés. Ça veut dire qu'on risque d'avoir une Assemblée nationale qui est contraire à ce que dit aujourd'hui, il n'est pas dit qu'il n'y aura pas d'élection. Non. On a dit que, voilà, on travaille à ce que, en tout cas, que ce soit au niveau de la CENI ou au niveau des autorités, l'idée, c'est de travailler à créer les conditions sécuritaires pour que les votes se tiennent. Eh bien, nous nous disons que... on n'a pas consacré officiellement que les provinces ne vont pas voter. Et je dis aussi qu'il faut travailler à ce que les conditions soient réunies pour que les élections se tiennent. En fait, on regarde dans la même direction. Okay. Simplement que pour nous, il y a une démarche de prudence et une démarche d'alerte. Parce qu'en fait, tout le problème de l'ONA, tout ce qui soulève l'ONA, c'est qu'on ait détecté les problèmes avant et qu'on cherche à les régler de façon anticipée. L'ONA, je ne connais pas de parti politique qui cherche à bloquer les élections. Moi, je n'en connais pas. Professeur, actuellement, donc, on est dans le processus d'enrôlement des électeurs, enrôlement biométrique. Et cette semaine est marquée par la sortie du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, qui estime que, en tout cas, il y a des soupçons de fraude qui sont tels qu'il faut un audit indépendant et international du fichier comme préalable à la tenue des élections. Oui, je suis d'accord et je vais dire la même chose que le Zéphirin Diabré, qui est un homme que je respecte beaucoup. Et il n'y a pas que des soupçons, il y a quand même des faits avérés de personnes qui ont été prises en flagrant délit de fraude à l'enrôlement. Donc ça, c'est inquiétant. Maintenant, sur l'autre position, le contrôle international du fichier, je laisse ça au titre des opinions politiques de Zéphirin Diabré. Ma position est clairement exprimée dans la déclaration sur l'ONA. Et donc, c'est cette position qui est fondée sur la Constitution que moi, je tiens. Donc, le reste, je n'ai pas à apprécier lui, son opinion et sa demande. Vous ne demandez pas au préalable un audit? Nous ne sommes pas à ce stade d'abord.
Nous sommes au stade même de la conformité à la Constitution et je veux que nous travaillions, nous tous, main dans la main, à ce que ces élections se tiennent dans des conditions conformes à la Constitution. Maintenant, comme on a cette fraude à l'enrôlement, la fraude à l'enrôlement est quand même dangereuse. Elle montre d'abord que les gens ne sont pas sereins, parce que les gens savent qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés, qui ont de la puissance, qui peuvent bousculer l'échiquier politique. Et je pense que le Soleil d'avenir en fait partie. Donc, les tentatives de fraude sont un aveu d'impuissance. Mais c'est un mauvais esprit républicain, parce que la fraude, c'est du vol. Il faut qu'on explique aux gens, quand on dit fraude, on a l'expression que c'est quelque chose qui est élégant, c'est vraiment vulgairement du vol électoral. Donc, tout ce qu'on attrape, les partis politiques dont les noms sont cités dans ces affaires, sont des partis de petits voleurs. Et ça, c'est les partis de magouilleurs. Et le peuple doit rejeter ce type de partis. Mais on en est là, puisque en tout cas tous ceux qui ont été confondus dans ces affaires de convoi, disons, d'électeurs pour aller s'enrôler, la CENI a sévi. On a vu que certains sont même déposés à la MACO. C'est la preuve quand même que le système fonctionne. Voilà, c'est pourquoi je disais qu'il y a des faits avérés. Et l'administration, de ce point de vue, a bien travaillé. Moi, je l'en félicite. Et je pense qu'il faut continuer ce travail. En fait, dans une démocratie, le but des élections, c'est d'avoir des élections honnêtes. Que vraiment ceux qui ont gagné soient ceux qui ont effectivement gagné et ceux qui ont été effectivement choisis par la population. Parce que si on fait la fraude, on risque d'avoir un décalage entre le résultat officiel et le vrai résultat. Et ça amène des situations où quelqu'un gagne avec 80% des voix et le lendemain, il y a une grève qui renverse la personne. Ça veut dire qu'entre-temps, il n'y a pas un rapport d'honnêteté entre le vote des citoyens et le résultat officiel qui est sorti. Alors, il y a justement une grève qui se profile, je crois 7 et 8 juillet, donc à l'appel d'un collectif de syndicats pour dénoncer un certain nombre de choses, notamment la baisse du pouvoir d'achat, mais également donc l'élargissement de l'UTS aux indemnités et aux primes des agents publics. Alors déjà, comment vous réagissez? Parce que c'est la énième grève donc, qui est décrétée depuis. Quelle est votre réaction concernant donc ce front social? Moi, je pense que le front social est mal géré dans notre pays. Parce que les grèves à répétition, certainement qu'une nation n'en a pas besoin. Et même, je pense que les leaders des syndicats, ce n'est pas par plaisir qu'ils font la grève. Et je pense que dans un État, lorsqu'il y a un problème social qui est posé, il appartient au gouvernement d'en prendre la responsabilité et d'avoir une discussion. Donc, du côté du gouvernement, on estime également qu'on appelle au dialogue, que c'est les syndicats qui viennent pas. Non, la première des choses... On a l'impression que le dialogue... La première des choses à laquelle j'appelle, c'est qu'il faut immédiatement renouer le fil du dialogue entre le gouvernement et les acteurs sociaux pour gérer la situation. Ça, c'est la solution. Mais en fait, je vais appeler le gouvernement à changer de mode de gouvernance parce qu'il y a des décisions qui doivent affecter tous les Burkinabés. Comme, disons, l'UTS, parce que même si ça s'applique aux travailleurs, les travailleurs sont dans la société, prennent en charge beaucoup de personnes, ça affecte le pouvoir d'achat. Quand pour prendre ce type de décision, il faut concerter. Et ce qui a manqué, en fait, c'est la concertation. C'est la concertation avant la décision. Quand une décision de ce type a fait l'objet de concertation, a fait l'objet d'explications pour que les acteurs comprennent les enjeux, évidemment, il y aurait moins de problèmes à l'édicter et à l'appliquer. Mais quand on donne l'impression qu'on peut marcher sur tout le monde, les écraser, quelles que soient leurs prétentions, etc., ça ne peut pas fonctionner. Parce que c'est de l'orgueil qui amène à la confrontation. Mais la coordination entre les différents acteurs aurait pu permettre, en fait, et aurait dû permettre d'éviter cette confrontation à laquelle on assiste aujourd'hui et qui est inévitable, qui est devenue inévitable, parce qu'il y aura le clash. Professeur, pour finir, Henri Konan Bédié, qui est dans le starting block, toujours pour être candidat aux élections en Côte d'Ivoire, à 86 ans. En tout cas, c'est une décision que beaucoup ont critiquée. Quelle est votre réaction? Pour vous, est-ce qu'il est temps peut-être pour le sphinx de Daoukro de se reposer? Vous voyez, la candidature de Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire regarde les Ivoiriens et elle s'analyse dans le contexte politique et juridique de la Côte d'Ivoire et je ne veux pas m'en mêler. Mais au Burkina Faso, ici, j'ai la position claire qu'il faut un renouvellement générationnel et non violent, parce que je l'ai expliqué suffisamment. Pour moi, il faut que de nouveaux acteurs politiques soient positionnés à toutes les hautes fonctions de l'État, mais que nos anciens hommes politiques
nos vieux hommes politiques qui ont de l'expérience ne soient pas dénigrés, chassés, qu'on les récupère comme de l'expérience et qui viennent juste en arrière-garde pour conseiller, pour accompagner. Et donc voici ma vision de la configuration de la classe politique au Burkina Faso. C'est ce que mon action politique va aboutir à faire. Les jeunes doivent monter, aussi bien dans les OSC, dans l'opposition, dans la majorité, ce sont les jeunes qui doivent monter. Et les anciens, pas les bousculer, les dénigrer, il faut les respecter et les donner leur place de conseiller. Et comme ça, le pays fonctionnera mieux. Donc, ce qui fait que je ne peux pas m'aligner derrière quelqu'un de l'ancienne génération. En 2 phrases, l'insécurité aujourd'hui, quelle serait votre solution? La solution, c'est la réconciliation nationale et il faut un profil de neuf pour le faire. Il faut un profil d'homme, de leader politique neuf pour le faire. Il faut que quelqu'un arrive à la présidence de la République et que cette personne n'ait pas été dans l'ancienne génération politique. Et c'est ça la seule clé de résolution du problème de la cohésion sociale et qui est une des clés de résolution du problème de l'insécurité au Burkina Faso. Tant qu'on n'a pas fait ça, le pays ne bougera pas. Et le pays bougera à partir du moment où on aura fait ça. C'est pourquoi ça fait partie de mon offre politique. Il faut qu'on envoie quelqu'un de neuf à la présidence de la République, qui est capable de parler à tout le monde, qui est capable d'appeler tout le monde, d'assurer tout le monde, pour qu'on se mette autour de la table pour gérer cette affaire de réconciliation. Professeur, merci. On va s'arrêter là. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Mesdames et messieurs, un rappel, l'invité ce soir était donc le professeur Abdoulaye Soma, agrégé des facultés de droit, avocat et président du mouvement politique Soleil d'avenir. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro.